La situation en France est catastrophique. Catastrophique. On entend maintenant tous les jours, ou presque tous les jours, une grande entreprise dire qu'elle va quitter la France et s'installer ailleurs. On a entendu ArcelorMittal dire qu'il quittait la France pour aller s'installer aux États-Unis et qu'ils abandonnaient un projet de plus d'1 milliard à Dunkerque pour aller le faire finalement chez Donald Trump. On a entendu Michelin qui disait qu'il allait délaisser les investissements en Europe pour aller investir aux États-Unis. On entend de plus en plus Total dire qu'il met maintenant tout son poids pour avoir sa cotation à New York et devenir de plus en plus américain. La situation en France est absolument catastrophique. Et on a également un État qui est à bout de souffle, qui ne sait plus où trouver l'argent. Parce que dans les exemples que je viens de vous donner, que ce soit ArcelorMittal, Michelin ou encore Total, et il y en a beaucoup d'autres, eh bien, dans ces exemples, c'est finalement de la matière taxable, des impôts qui échappent petit à petit à la France. Vous savez que l'État a voulu, pour essayer non pas d'équilibrer son budget, parce qu'on n'en est pas là en France, mais juste pour essayer d'atténuer un petit peu la perte, un petit peu le déficit, a voulu surtaxer les entreprises. Seulement voilà, les entreprises partent et il va être très, très difficile de les surtaxer. Je reprends un exemple. Total a dit que cette année, il ne paierait pas d'impôt sur les sociétés en France. Donc de là à réussir à le surtaxer, ça va devenir vraiment impossible. Et du coup, on a un État qui manque de plus en plus d'argent et qui va devoir trouver où trouver de l'argent. Et là, je pense que la dernière solution qu'il y a, c'est l'épargne des Français. Donc, ce que l'on va voir dans cette vidéo, eh bien, d'une part, c'est les difficultés de l'État, ses renoncements, le problème que ça risque de poser sur votre épargne et comment l'État va essayer d'aller venir chercher de l'argent chez vous, dans vos poches. Et puis, on va essayer quand même d'avoir une lueur d'espoir avec l'IA, avec les volontés d'Emmanuel Macron, en tout cas les volontés affichées d'Emmanuel Macron de faire de la France une puissance de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Pour parler de tout ça, eh bien, j'ai invité Philippe Béchade, qui est un économiste que vous connaissez bien si vous avez l'habitude de cette chaîne. Philippe Béchade, qui va nous parler d'épargne et qui va nous parler également d'épargne, de votre épargne et de ce qui risque de lui arriver surtout, et puis de la situation dans laquelle se trouve la France et si oui ou non, d'après lui, on a une chance de réussir avec cette IA, de réussir un retournement français, ou est-ce qu'on est vraiment, vraiment dans la mouise et dans de grandes difficultés? Alors, je présente rapidement Philippe Béchade pour ceux qui ne le connaissent pas, donc économiste, rédacteur en chef aux publications Agora et également chroniqueur aux Inforruptibles tous les jours sur YouTube. Je mets un lien vers évidemment sa chaîne pour que vous puissiez voir ça. Philippe Béchade, bonjour. Bonjour. Vous avez fait un guide pratique de l'achat d'or physique, guide pratique de l'achat d'or physique qui permet de savoir exactement comment acheter de l'or pour ceux qui le souhaitent. C'est quelque chose que vous pouvez télécharger dans la description pour ceux qui le veulent, pour aller regarder ça. Et on en parlera de toute façon parce qu'il est en train de se passer quelque chose de très important sur l'or et sur l'argent, sur les deux, actuellement. Quelque chose vraiment que je ne soupçonnais pas, mais qui a l'air vraiment d'être très, très, très préoccupant. Mais avant ça, on pourrait démarrer en regardant en fait ce gouvernement qui cherche désespérément de l'argent. Et on l'a vu notamment avec ce qu'il a voulu faire sur les indépendants, c'est-à-dire essayer d'abaisser le seuil de TVA pour récupérer de l'argent auprès des petits entrepreneurs, enfin des tout petits entrepreneurs. Ça s'est vu par tout le monde sauf François Bayrou qui nous a dit qu'il n'avait rien vu, qu'il ne savait pas, qu'il n'était pas au courant. Et ça s'est vu et du coup, le gouvernement recule. Est-ce que pour vous, c'est vraiment le signe que l'on a un État qui est à l'affût et qui cherche de l'argent désespérément?
Bah, ça qu'ils cherchent de l'argent désespérément, c'est un mystère, pour, personne. Ce qui est très inquiétant, c'est pas tellement le montant des déficits, parce qu'en proportion, le Japon et les États-Unis, en fait, sont loin devant nous. Nous, on annonce 5,4 pour, 2025. On sait que ça sera probablement 6 ou un petit peu au-delà, mais ça restera encore en dessous, du niveau d'endettement des États-Unis. Non, ce qui est très, très, préoccupant, c'est le logiciel qui est le même logiciel depuis 1981. Il faut faire payer les riches. Le problème, c'est que le riche, allez, il y a peut-être une quinzaine d'années, les années Sarkozy, un riche, c'est peut-être quelqu'un qui gagnait l'équivalent de ce que gagnait un député, c'est-à-dire 7 500, 8 000 et plus. Aujourd'hui, un riche, c'est quelqu'un qui gagne plus de 3 000 € par mois, c'est-à-dire 2 SMIC. Mmh. Donc, si on se résume, il y a une quinzaine d'années, on était riche à 5 ou 6 SMIC, et aujourd'hui, on l'est à 2. Ou en tout cas, on considère qu'au-delà de 2, il faut aller chercher de l'argent parce que ceux-là, ils ont les moyens. Celui qui gagne 3 000 € ou le petit entrepreneur qui va faire 35 000 ou 37 000 euros de chiffre d'affaires dans sa petite société de services, d'expertise, de coaching, de tout ce que vous voulez, à 3100, 3200 par mois, et s'il a une marge de 60 ou 70%, il lui reste quand même plus de 2 000 € par mois, donc c'est un riche. Et on l'a vu également avec le projet de surtaxation ou désindexation des retraites. On se disait que bon, il ne fallait pas toucher aux gens qui percevaient moins de 1 500 € par mois de pension, mais au-delà de 2 000, on avait affaire à des riches. Mais ce logiciel, mais il est complètement claqué au sol. C'est en train de nous tirer vers le fond. C'est absolument incroyable. Deuxième partie de ce logiciel, c'est que s'il manque d'argent, on peut aller le prendre dans la poche de qui vous voulez, du salarié, du retraité, du micro-entrepreneur, de la grande entreprise. Mais le logiciel, c'est toujours on a déconné, on a fait des mauvais choix, on gaspille de l'argent, donc c'est aux riches de payer. Et bien sûr, comme ça suffit de moins en moins de taxer les 1%, on va taxer les 2%, puis les 5%, puis les 10%, puis les 20% de plus riches. On est toujours le riche de quelqu'un. Mais dans le logiciel socialiste du gouvernement Bayrou, comme ce fut le cas pour le Barnier, ou pour le gouvernement Attal, ou les gouvernements Borne, ou qui vous voulez, c'est toujours aller prendre de l'argent pour boucher les trous, mais jamais aller mettre un frein au gaspillage, aux avantages distribués aux copains, parce que ça ne porte pas d'autre nom. Que de filer des 100 000 € par an à des pseudo-experts qu'on nomme à la tête d'une commission Théodule qui va réfléchir sur la cambrure des bananes ou sur l'usure des pneus de vélo s'ils dépassent les 50 km/h avec leur moteur électrique. Enfin, on assiste à des choses incroyables, mais c'est surtout qu'on ne fait jamais une économie. Et si on a besoin de sauver 10, 20, 30 milliards, commençons, ça c'est la solution que je propose, par confier à nos élites les tâches que l'on confie à McKinsey, Accenture, EY et autres BCG, euh, les commissions, eh ben, toutes celles qui ne produisent pas un rapport qui a permis à la France d'améliorer sa compétitivité, de soulager les chefs d'entreprise dans leur submersion de règlements, enfin de paperasserie, de CERFA, etc. Donc,
une commission qui n'aide pas les entrepreneurs, qui ne permet pas à la France de faire des économies ou d'augmenter ses exportations, ou d'améliorer la santé des Français, quand même, c'est important. Donc, toute commission qui ne produit aucun rapport utile à la collectivité, comme dirait Javier Milei, afouera. Et là, je peux vous assurer que sur les 1200 commissions, agences, machin, haute autorité de, ONG, truc-muche, vous allez voir qu'on va pouvoir réaliser 30, 40, 50 milliards d'économies. Et encore, je pense que je suis assez conservateur dans cette estimation. Si mon critère qui est ça doit être utile, ça doit alléger les tâches administratives des entrepreneurs, ça doit contribuer à l'amélioration du fonctionnement du pays ou l'amélioration du système de santé, tout ce qui n'est pas ça, afouera. Ouais, mais il y a peu de chances que ça arrive en France parce que là, on voit hein, le budget qui a été adopté. Déjà, vous avez un ministre de l'économie qui vous dit non, il n'y a pas trop de fonctionnaires en France, alors que si on regarde par rapport à l'Espagne ou par rapport à l'Allemagne, on va prendre deux grands pays qui ne sont pas l'Angleterre parce que sinon c'est horrible. Mais on prend par rapport à l'Espagne ou par rapport à l'Allemagne, on a, je crois que c'est 2 millions de fonctionnaires en trop par rapport à ces pays-là, à population comparable. Donc, c'est des trucs gigantesques. 2 millions de fonctionnaires, ça fait 80 milliards par an. Hein. Mais pour notre ministère de l'économie, on n'a pas trop de fonctionnaires, tout va bien de ce côté-là. Quand on lui demande s'il y a trop de commissions, il dit non, ben non, toutes les commissions sont utiles. Donc voilà, le message du ministre de l'économie, qui est quand même un turbo-marxiste. Hein. Pour moi, il n'y a vraiment pas de. Il me fait regretter Bruno Le Maire, c'est dire s'il est quand même particulier. Mais son message, c'est vraiment ça. Il n'y a pas un fonctionnaire en trop, il n'y a pas une commission en trop. Tout va bien au niveau de l'État. Ce qui manque, c'est des impôts. Grosso modo, il le dit à peu près comme ça. Et donc, on sait bien qu'il n'y aura aucun plan d'économie. Il y aura aucune. On n'ira pas vers les économies. Sa volonté, ça a été effectivement de taxer les riches. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'ils sont en train de partir à toute vitesse. Quand on voit ArcelorMittal, quand on voit Michelin, quand on voit Total, on voit qu'ils sont en train de partir, mais à toute vitesse. Je faisais remarquer qu'il y a quelques jours, ArcelorMittal annonce: j'avais 1 milliard à dépenser à Dunkerque pour construire une usine, j'abandonne cette idée-là, je pars aux États-Unis. Michelin annonce, la veille de la présentation de ses résultats, Michelin annonce, on arrête les investissements en Europe, on part aux États-Unis. Total annonce, cette année, ça y est, on va être coté à New York. Ils sont tous en train de. Et il annonce aussi, Total, je ne paierai pas d'impôt sur les sociétés en France cette année. Enfin, ils sont tous en train de partir, quoi. Il y a vraiment, mais vraiment, un sauf qui peut, quoi. Moi, je l'interprète comme ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et moi, j'ai l'impression de voir un sauf qui peut. J'ai l'impression de voir toutes ces sociétés, mais partir en courant, quoi. Ils vont nous laisser tout seuls avec le fisc français, quoi. C'est parti pour être comme ça, non? Alors, il y a deux nuances que je voudrais introduire. En ce qui concerne Arcelor, quand on vous promet aux États-Unis un taux d'imposition à 15% et une énergie 3 fois moins chère, Ah et que oui. les principaux clients pour les aciers plats, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit en réalité, acier plat ou marginalement de l'aluminium, ce n'est pas le cœur de métier d'Arcelor, mais ça concerne d'autres producteurs. Euh, ben, aux États-Unis, vous avez les plus gros clients et vous avez les meilleures conditions de production et vous avez le régime fiscal le plus avantageux. Si vous êtes à Dunkerque, vous êtes, alors certes sur le continent européen, mais avec une énergie qui coûte beaucoup plus cher à cause du mix énergétique Oui. qui inclut l'électricité des éoliennes qui sont à l'arrêt complet aujourd'hui, je vous le dis, parce que c'est une nouvelle journée d'anticyclone. Il fait gris, donc ça fait plus d'1 mois que les panneaux solaires ne produisent rien. Donc vous avez un mix énergétique qui est hors de prix, absurde. Vous êtes avantagé aux États-Unis, puisque là, on vous explique que si jamais
l'électricité nucléaire, et hydroélectrique, etc., venait à manquer, on a du charbon sous nos pieds, il nous coûte quasiment rien, on l'exploitera, vous ne manquerez jamais de courant et il sera toujours au tarif le plus bas. Alors qu'en Mmh. Europe, vous avez des sautes. Certains jours, vous allez payer 2,40 le kilowatt, le lendemain 80 centimes, et puis vous allez avoir des fois des délestages, et ça va se produire de plus en plus à l'est de l'Europe, puisque les pays baltes viennent de se déconnecter du réseau électrique russe, donc il va falloir en envoyer aux pays baltes. Forcément, alors le prix a explosé, hein, je vous le dis tout de suite, aux pays baltes, c'est doublement du prix de l'électricité depuis une semaine. Voilà. Ah Donc, oui. tout est comme ça, tout est absurde. Et puis, bah, l'argument fiscal à la fin, évidemment, finit d'emporter la décision d'un Arcelor ou d'un Michelin. Alors, Michelin, là, j'introduis ma deuxième nuance. Alors, peut-être qu'on pourrait les inciter à faire du patriotisme économique, à les subventionner pour aller continuer de produire à Cholet ou à Nantes. Mais, mais, vous avez en face de ça des écolos qui ne veulent plus que l'on roule dans les villes, qui ne veulent plus que des véhicules considérés comme polluants, même s'ils ne le sont pas ou pas plus que la semaine dernière ou il y a 2 ans, circulent même dans la périphérie des grandes villes avec ces ZFE étendus. On veut par tous les moyens contraindre les gens à acheter des véhicules électriques alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, c'est qu'en première monte, bah, les pneumatiques ne se vendent pas. Vous avez des gens qui ont des véhicules qui ne peuvent plus les utiliser pour circuler en ville et grandes périphéries. Vous avez une Mmh. baisse des ventes parce que les gens ne peuvent pas acheter un véhicule électrique à 2 fois le prix d'un véhicule thermique et avec 3 fois moins d'autonomie. Bah, donc on vend moins de pneus, forcément. Donc bah, quand on vend moins de pneus, il est rationnel d'essayer de produire au moindre prix et dans une zone où on achète encore des pneus. Et ben cette zone aujourd'hui, c'est les États-Unis. D'un seul coup, toutes les foutaises escrologiques viennent d'être balayées. Eh ben, on va se remettre à acheter des voitures aux États-Unis et pas des voitures électriques. Hein. C'est d'ailleurs, il suffit de regarder le marché secondaire de l'électrique, c'est-à-dire de l'occasion. C'est une cata. Personne ne veut acheter un véhicule électrique. Pourquoi? Parce que tout simplement, si jamais vous avez un problème avec la batterie, on va pas vous changer un quart de la batterie en disant on va vous remettre un quart neuf et ça va bien tenir. Non, on vous rechange toute la batterie, c'est-à-dire c'est la moitié du prix du véhicule. Donc si vous l'avez payé moitié prix par rapport au neuf, si dans 2 ans vous devez remettre une batterie dedans, c'est comme si vous en avez acheté une neuve. Donc une voiture électrique sur le marché de l'occasion, ça vaut rien. Et celui qui achète une voiture aujourd'hui, il en tient compte. Il se dit, mais là, si dans 2 ou 3 ans je décide de changer, c'est une perte sèche. Ou qu'est-ce que je vais tirer d'un véhicule que j'ai acheté 50 000? Je vais même pas en tirer 10 000. Voilà. Enfin, tout est comme ça. Ouais. Et il ne faut pas s'étonner donc qu'on vende moins de pneus et qu'Arcelor se dise en plus, bah oui, c'est vrai que je ne fabrique pas que de l'acier plat, mais également certains métaux qui rentrent dans les batteries. Bah, si on vend moins de voitures, c'est pareil. Je vais vendre moins de bobines d'acier plat, je vais vendre moins de composants pour batteries électriques. Tout est comme ça. Et l'escrologie, c'est empêcher les gens de circuler, leur ruiner leur pouvoir d'achat si on les contraint à acheter un véhicule électrique, et tout ça pour une réduction de l'empreinte carbone qui est nulle. Je le dis, je l'affirme, la réduction de l'empreinte carbone est nulle. Par contre, c'est vrai que dans les centres-villes, il y aura moins de particules. Une évidence. Ouais. Mais qu'est-ce que représentent ces particules en centre-ville, en rejetant en très très grande banlieue ou dans le Mordor les gueux qui circulent avec des voitures dites polluantes?
cette économie en particules est absolument nulle en regard de celle qui nous arrive du nord de l'Europe, Pologne, Allemagne, avec les centrales au charbon qui aujourd'hui carburent à plein régime. Aujourd'hui où nous enregistrons, les éoliennes sont à l'arrêt, les panneaux photovoltaïques avec la grisaille ne produisent rien. Donc aujourd'hui, ceux qui rechargent leur Tesla, eh bien, leur Tesla, elle marche au charbon. J'ai déjà dénoncé ça 10 fois, mais aujourd'hui, conditions anticycloniques, on va avoir à nouveau des productions de particules gigantesques qui, dans 3 ou 4 jours, seront sur Paris. Et là, on dira, ah, l'air est irrespirable, les gueux, restez en banlieue. Oui, et bon. Mais donc, pour revenir au sujet de la taxation de l'épargne, etc., Et c'en est euh, une, on ça. est, C'est une on- forme de taxation de l'épargne. Parce que quand vous contraignez des gens à acheter un véhicule électrique, ils se branchent. Il y a 2 ans, ils se branchaient avec un kilowatt à 1,30 €. Aujourd'hui, c'est 2,50 €, c'est le double. Donc, on a fait passer les gens à l'électrique et derrière, on leur double le prix de la recharge. Un Ah oui, véhicule oui, mais ça, électrique, y a il pas est de plus souci. cher. Donc, forcément, là aussi, il y a plus de taxes. Enfin, et celui qui veut continuer d'acheter un véhicule thermique, lui aussi, il prend une amende. Hein, vous savez que sur une Peugeot 3008 avec le fameux moteur Ecotec ou ce que vous voulez, l'amende, la taxe carbone est entre 3 500 et 4 000 €. Donc un véhicule qui vous est vendu 34 000 €, il devrait vous être vendu 30 000. Donc c'est un racket. Tout ce qui tourne autour de la décarbonation est un racket du contribuable. Ça en fait partie aussi. Et c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que comme on voit ces grandes entreprises qui partent, qui devaient payer, on espérait 8 milliards de plus, je crois, ou quelque chose comme ça va pas se faire. On espérait 400 millions avec l'arnaque qu'a tenté le gouvernement sur les auto-entrepreneurs en baissant leur TVA. Ça s'est vu, ça fait beaucoup de bruit. Du coup, l'État a dû revenir en arrière, à mon avis, temporairement. C'est-à-dire que l'idée, à mon avis, de notre ministre de l'économie, du Marx Brothers, là, c'est d'attendre que ça fasse plus la une des journaux, que les gens n'aient plus ça en tête et hop, de le remettre en loose day discrètement après. Mais on a eu, euh, on a eu ça. Ça veut dire qu'il va manquer beaucoup, beaucoup d'argent. La croissance a été prévue à 0,9, ce qu'on n'arrivera jamais à faire. Je ne vois pas comment ça serait possible. Déjà, la Banque de France nous dit que sur les premiers mois de l'année, la croissance va être de 0,1, enfin va être extrêmement faible. Donc, Banque de France dit déjà sur le premier trimestre, c'est foutu, ça va être une croissance atone. Enfin, vraiment, où que l'on regarde, j'ai l'impression qu'on a une situation qui est vraiment catastrophique. Et on va avoir un État qui va très sérieusement avoir besoin d'argent. Et ce que j'entends de plus en plus dans les grands médias, RTL encore l'autre jour, c'est bon, bah, on va aller chercher l'épargne des Français. Et je me demande si effectivement, on ne va pas en arriver là, parce qu'il y a 6 000 milliards d'euros d'épargne en France. Il y a, on a un État surendetté qui est incapable de se gouverner. Et je me demande s'il ne va pas venir chercher cette épargne d'une manière ou d'une autre, en fait. Parce qu'il n'y a plus, il y a plus d'autres possibilités. Ne serait-ce que l'assurance vie, voilà, l'assurance vie, c'est 2000 milliards. Bon, bah, il y a un moment, il va falloir aller chercher cette épargne parce qu'il n'y a Elle plus est d'autres. déjà investie, Et par définition. donc, elle est déjà investie. Mais bien sûr, Et, ces 6 et, 000 milliards, c'est effectivement l'épargne que l'on peut constater. Donc, grosso modo, c'est 2 fois le PIB de la France. Mais quelle est la part mobilisable de cette épargne? Elle est epsilon. Allez, je dirais une grosse bêtise. Peut-être que si on regarde les liquidités non rémunérées, on va arriver à 4%. Si on inclut des choses comme
les livrets, je connais même pas les noms. Bon, tout le monde connaît le livret A, c'est pas de ça dont je parle. Il y a d'autres formes de livrets où la rémunération, elle est de 0,25, de 0,50. Bref, euh, qu'est-ce que ça représente? Il y a peut-être 300-400 milliards à mobiliser, mais je pense pas qu'il y ait plus que ça. Et ça veut dire que si on mobilisait cette épargne, ça veut dire que les gens, ils ont plus d'argent du tout. Ils ont plus de liquidité devant eux sur leur compte. Ils ont tout investi et là, ils peuvent plus faire face à un accident de la vie, voilà, d'un seul coup une interruption dans la carrière liée à un licenciement. Où je suis auto-entrepreneur, il y a un moment où je dis bon bah basta, là, 25 000 euros, ça m'intéresse plus de gagner 25 000 euros et de passer un tiers de mon temps à remplir des SERPA. Moi, hop, je quitte la France, je vais aller ailleurs, mais voilà, bon, on a besoin éventuellement d'un petit peu d'argent si on a envie de rebondir, etc. Donc, l'argent, il est déjà totalement mobilisé et essentiellement dans ces fameuses OAT qui permettent à notre gouvernement de survivre, de rassurer les créanciers, en leur disant, regardez, vous avez vu, il y a toute une masse d'épargne, éventuellement, je pourrais peut-être aller surtaxer un peu du côté de l'assurance vie, euh, prendre plus sur les successions, enfin, mais en réalité, il y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent magique qu'on peut mobiliser parce qu'il ne serait pas investi. Si vous décidez de créer un grand fonds d'investissement européen, alors on comprend à demi-mot qu'il s'agit de renforcer en fait nos compagnies, nos entreprises d'armement. C'est pour la guerre, Mm. c'est pas que pour l'IA. L'IA, on a vu, on compte sur la générosité des Émirats, de Singapour, de tout ce que vous voulez. Donc nous, J'ai vu que les 109 milliards, c'est pas la France qui les met, c'est des pays étrangers qui vont voilà, mettre en on en France. reparlera parce que c'est au Ouais. menu de notre entretien aujourd'hui. J'ouvre quand même cette parenthèse pour dire que là, les 109 milliards, on n'a même pas été fichu de les trouver auprès des Français, alors que là, vraiment, c'est quelque chose que je pourrais considérer comme vraiment positif, porteur d'avenir. Non, là, c'est mobilisons de l'épargne pour soutenir nos industries de l'armement, parce que les Américains, ils vont nous lâcher, ou ils vont arrêter de nous envoyer gratos du matériel. Bon, donc, euh, si on vient nous prendre cet argent, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre nos OAT pour acheter le grand Mm. emprunt européen? Bah, qui va les racheter, les OAT? Mais qui? Qui? Ou alors, il va falloir qu'on propose non pas 2,5% de rémunération, et à 4, peut-être que ça intéressera, commencera à concurrencer un petit peu les T-bonds américains. Mais si on va chercher de l'argent pour un grand plan pan-européen de 800 milliards, c'est le chiffre que citait Mario Draghi, on était d'ailleurs parti là-dessus dès le mois de février 2024, il faut s'en souvenir, le maire a été le premier à dire, bon, nous qui avons tellement bien géré l'argent, nous qui savons tellement bien ce qu'il faudrait faire de l'argent pour que l'Europe reparte de plus belle, il avait déjà donc évoqué d'aller mobiliser de l'argent, mais de l'argent qui est déjà C'est investi, déjà ou à mobilisé. moins qu'on considère qu'avoir investi dans des OAT, c'est pas un investissement. Et là, je suis à peu près d'accord. Oui, mais du coup, quelle est la solution? Parce que une autre bombe à retardement dont on n'a pas parlé, mais qui est là, c'est les retraites. Mais franchement, en ce moment, la France, mais où qu'on regarde, c'est la cata, quoi. J'avais annoncé sur ma chaîne une année 2025 qui allait être compliquée, mais là, on rentre dans l'extrêmement compliqué. Pierre Moscovici à la Cour des comptes dit en fait le corps, donc le Conseil d'orientation des retraites, pour être gentil, on va dire qu'il s'est trompé dans les chiffres. Voilà, ça c'est la version gentille de la Cour des comptes. Le corps est très honnête et s'est complètement trompé dans les chiffres. Mais quoi qu'il en soit, la Cour des comptes dit non, mais le déficit va être pire que prévu, quoi. Ça va être sanglant et on nous prépare tranquillement à une nouvelle réforme des retraites.
mais où qu'on regarde, hein, mais je vois même pas de raison d'être optimiste. Mais ça Ouais. aussi, ça nous pend au nez, quoi. Ça va être une réforme. On essaiera de trouver après quelque chose pour être optimiste, mais ça aussi, ça nous pend au nez. C'est-à-dire une réforme des retraites Là, attends, attends, attends. qui va être Là, rétrograde. là, je serais Brice de Nice. Là, je te dirais, ça va être la double casse, là. Ah Pourquoi? oui, Alors, projet de budget PLF 2025 Barnier, budget des retraites, 300,7 milliards. Chiffre calculé, on voit vraiment au cordeau, puisqu'il y a ces 700 millions en plus des 300. oui. Euh, Sous réserve que l'on désindexe les retraites. Paf, censuré, oui, pauvres retraités, c'est vrai, pourquoi c'est eux qui devraient payer pour l'incurie du gouvernement. Donc, bien instruit de cette gaffe à ne pas reproduire, Véro dit 2025, retraite indexée. Et là, tiens-toi bien, j'ai dû le relire 3 fois pour être sûr de bien avoir lu. Le budget avec des retraites indexées sur l'inflation est de 300,7 milliards d'euros. C'est D'accord. exactement le même montant dans le tableur Excel de Barnier et celui de Bayrou. C'est extraordinaire. Alors, mais comment est-ce que des retraites indexées reviennent exactement au même montant que des retraites non indexées? Eh bien, tout simplement parce que les recettes de TVA vont augmenter en 2025, plus que ce qui était prévu dans le budget Barnier. Donc, on va rééquilibrer le truc. Il y aura plus de recettes de TVA et donc le Cette régime des arnaque. retraites va rester à 300,7. Alors ça, c'est la première casse. Mais alors merci François de le rappeler, tout, toutes les hypothèses financières du budget 2024, je rappelle, adoptées au bout de 21 49.3 par Elisabeth Borne, qui venait de battre haut la main son record de 2023, pardon, avec 16 49.3. Le budget 2023 était déjà une fantaisie, si j'ose dire. Le budget 2024 était une imposture totale avec des hypothèses complètement irréalistes, une surestimation des recettes, une sous-estimation des dépenses. Tout le monde le savait. Euh, Ça aurait dû être bien sûr censuré. Il y a eu 21 occasions de le faire, mais personne n'a pris ses parties masculines pour le voter. Euh, et on a découvert donc uniquement juste au moment des Jeux Olympiques que le budget 2024 était une forfaiture, c'était une falsification complète. Si cela Mmh. avait été dénoncé par les médias, ce qui aurait dû être leur rôle, euh, par le conseil, le Haut Conseil des finances, etc., la Cour des comptes, hein, eh bien, imaginez que cette gigantesque escroquerie à plus de 200 milliards d'euros, hein, puisque c'était le montant de l'impasse qu'on constatait, ça aurait été connu au soir du 9 juin 2024, il serait resté peut-être 2 dizaines de députés Renaissance et Renew à l'Assemblée européenne. Si cette gigantesque falsification avait été connue, le sort des élections aurait été totalement différent. Notre destin européen aurait été différent parce que von der Leyen, sans les 180 députés miraculeusement sauvés, hein, Mmh. députés macronistes, comment von der Leyen se faisait réélire? S'il y avait eu 20 députés Renew et au lieu de 80. Enfin, tout a été, tout le destin de la France a été complètement falsifié de façon totalement délibérée
par Borne, Macron, Le Maire. Et puis bon, ensuite, Attal a endossé le truc. Alors lui était censé justement détourner l'attention avec un jeune Premier ministre, et qui en plus ça va nous préparer des Jeux Olympiques qui vont être fantastiques. Et on a complètement oublié de dire, mais le budget de 2024 ne tire pas la route une seule seconde. Vous nous mentez, vous mentez à nos créanciers. Tout ça est une escroquerie. Si cela avait été, si le travail avait été fait par les médias et si le gouvernement avait été démasqué comme il aurait dû l'être, je dis que les élections étaient tout à fait différentes, le résultat était complètement différent, les européennes c'était complètement différent. Donc on peut dire qu'en fait Macron a complètement euh, falsifié le paysage politique européen. Et si vous n'avez pas von der Leyen à la tête de l'Europe, peut-être que vous n'avez pas l'annulation des élections roumaines. Peut-être que vous n'avez pas ces 300 000 bulletins miraculeux tombant à 1 heure du matin en Moldavie pour faire basculer le scrutin de non à l'Europe à oui à l'Europe. Vous voyez un petit peu ce que ce mensonge initial a entraîné comme cascade de conséquences. Et peut-être qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir un gouvernement Bayrou, c'est-à-dire un gouvernement Macron bis ou Borne terre, peut-être qu'on aurait un gouvernement avec la mise en place d'un DOGE qui dit on va chasser tout, toutes les dépenses superflues, tout ce qui alourdit, tout ce qui plombe les entreprises pour qu'elles gagnent plus d'argent et qu'elles embauchent davantage. Avec un DOGE, peut-être qu'on aurait été capable d'économiser 50, 60 milliards dès 2025, 100 milliards en 2026, alors que je vous fiche mon ticket, qu'on va se retrouver avec 200 milliards de dettes supplémentaires parce que les recettes de TVA ne vont pas rentrer, parce que les Non, hypothèses de création d'emplois ne seront évidemment pas tenues. Donc, au lieu de réduire les déficits, on va les augmenter. Euh, si les Renew Renaissance, les centristes Bayrou avaient été balayés, mais peut-être que nous aurions aujourd'hui une refonte et une refondation de notre budget et de toutes les bases sur lesquelles on est en train de discuter aujourd'hui. Donc on sait qu'on part d'hypothèses fausses pour arriver vers un résultat qui, je le partage totalement avec toi, ça va être une catastrophe pour la France. Mais toute cette catastrophe part d'une série de mensonges délibérés et qui n'ont pas été dénoncés par les médias dont ce serait le rôle. oui, mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est il y a un moment, bon, ces mensonges, il va falloir les payer, donc il va y avoir une réforme des retraites en 2000, probablement en 2027 ou avant 2027. Pour, en tout cas, on est en train de nous préparer à cette idée-là pour essayer de sauver ce qu'on peut encore sauver. On a cette année, les recettes de TVA vont pas augmenter cette année. C'est complètement illusoire de dire ça. C'est n'importe quoi. D'autant plus quand on voit qu'en 2024, les Français n'avaient jamais autant épargné. Ils ont épargné comme des fous en 2024, notamment en assurance vie. On a on a, ils vont recommencer en 2025 parce qu'il n'y a rien pour pousser à la consommation en ce moment. On a plutôt envie, au contraire, de mettre énormément d'argent de côté en ce moment pour essayer de maintenir, parce que personne n'a confiance en l'État. Euh, tout ça, ça veut dire que, en fait, donc il va y avoir moins de recettes de TVA, moins de recettes au global. Les entreprises ont arrêté d'investir en France et celles qui peuvent partir partent. Donc là aussi, ça va faire moins de recettes pour l'État. Enfin, il y a un moment, il va quand même y avoir un trou d'argent cette année. On a déjà fait le coup l'an dernier de dire ah mince, on l'avait pas vu, excusez-nous. Ouais, ils vont pas pouvoir une deuxième année dire oh mince, excusez-nous, on l'avait pas vu quoi. Il y a un moment, il va falloir quand même faire face à ses créanciers et je ne sais pas où on va aller chercher l'argent. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Je ne comprends pas comment on va faire pour passer 2025. On est déjà, on est début février et on voit déjà que
il y a un abîme devant nous, quoi. C'est Ouais, très, très inquiétant. oui, oui, mais en l'espace, d'un mois, par le seul fait que le gouvernement Bayrou, qui est le complice de tout ce que l'on dénonce et de tout ce qui nous a fichu dedans, donc ce gouvernement n'étant pas sanctionné, pour les marchés financiers, ça restaure une certaine visibilité et le spread de taux, l'écart, hein, de coût pour refinancer notre dette, s'est contracté de 88 points au 15 janvier et nous sommes aujourd'hui, 4 semaines plus tard, à seulement 71 points de spread entre le Bund et l'OAT, 17 points repris, tout ça sur un budget totalement bidon, Ah on oui, le c'est sait, totalement mais évident. voilà, on a récupéré une marge de 17 points. Donc, si on demande plus d'argent à nos créanciers d'ici fin 2025, il est probable qu'on doive leur demander 150 milliards de plus que ce qui est prévu. Ben là, moi, ce que je lis dans le spread OAT Bund, c'est qu'ils vont être tout à fait heureux de nous les avancer. Mais, mais, si dans 2 mois, et à l'entame du mois de juin, on aura déjà vu notre notation révisée par 2 agences, si on se retrouve réduit de double A à A simple, alors là, les 17 points qu'on vient de récupérer, hein, sur le spread d'Oatiboun, on risque de les reperdre, et on risque même de les reperdre au double, c'est-à-dire qu'on passerait à ce moment-là de 71 points de base à plus de 100. Et là, on rigolera moins. Mais comme les marchés ont tendance à, comment on dit, circuler le nez dans le guidon, ils ne voient pas forcément le platane ou le rond-point qui est à 200 mètres. Donc, s'ils ne changent pas de direction, il y a un moment, au dernier moment, ils vont faire un crochet, mais jusqu'à ce qu'on soit pratiquement rendu au moment où ça tourne mal, les marchés, ils vont nous faire confiance. Je crois que je vous explique la psychologie du marché, mais enfin, en gros, un marché, c'est quelque chose qui ne change d'opinion que lorsque, d'un seul coup, il n'est pas possible de passer à côté de l'évidence. Mais tant qu'on a encore l'espoir qu'on puisse repousser la canette encore un peu plus loin au niveau de l'endettement aux États-Unis, au Japon, etc., qu'on puisse encore lever de l'argent, lancer un grand emprunt, ceci, truc, muche, les marchés se disent, nous, ce qu'on joue, c'est la poursuite du statu quo. Les marchés montent, ils continuent de monter. Plus les nouvelles sont mauvaises en Allemagne, en France, plus ça monte. Alors, bien sûr, on vous dit, ah, oui, oui, mais parce que l'Allemagne, la France est tout petit, 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 et qu'eux, ils sont dans un marché très, très, très grand, qui est le marché planétaire. Et là, vous leur dites, mais attendez, le marché planétaire, la Chine, elle a vachement ralenti. Les États-Unis, ils sont passés de 3,2 de croissance à 2,5. Ils vont peut-être tomber à 2 avec l'inflation. Alors, d'un seul coup, les marchés, le jour où ils vont se retrouver face à même pas 2% de croissance aux États-Unis, une dette à 7,5, là, d'un seul coup, il va y avoir la panique. Mais tant qu'il n'y a rien qui les oblige à se bouger, eh ben, ils jouent le statu quo. Donc, le momentum haussier se poursuit sur les actions. Le momentum d'endettement des États se poursuit, c'est-à-dire il y a toujours des créanciers pour avancer de l'argent. Et on a l'air de penser que tout va continuer, que c'est un monde enchanté. Il y a un moment où on va avoir une crise. Mais moi, je ne peux pas vous dire quand. Mais c'est une certitude qu'à un moment, ça va mal tourner. Et Est-ce que je me permets de t'interrompre, mais est-ce que c'est vas-y. pour ça? Alors, pour le dire à tout le monde, hein, juste avant d'enregistrer, j'ai dit à Philippe Béchade qu'il se passait quelque chose ou plutôt c'est Philippe qui me l'a confirmé. Je lui ai dit et il me l'a confirmé, mais même de manière beaucoup plus amplifiée que ce que je pensais, qu'il se passait quelque chose actuellement sur l'or et l'argent. Et je me demande si c'est pas lié à ça, parce que historiquement, l'or, plus que l'argent, mais enfin, les métaux précieux, c'est ce que l'on engrange juste avant une énorme crise. Juste avant une énorme crise, ce dont on vient de parler.
Et, et il y a actuellement quelque chose d'impressionnant qui se passe sur l'or et l'argent. Est-ce que vous voulez bien dire ce que vous m'avez confié juste avant la vidéo sur les difficultés que l'on a actuellement de trouver de l'or et de l'argent physique? C'est-à-dire qu'il y a une telle demande qu'on n'arrive plus à en trouver. Oui, alors les délais de livraison pour ceux qui exercent des contrats, sur l'or ou l'argent, le délai de livraison est passé de 10 jours, à 8 semaines. Peut-être que dans 2-3 jours, ça sera 3 mois. Et en plus de ça, vous devez avancer l'argent tout de suite. Vous devez le payer maintenant pour être livré à maintenant 50 jours, voire 70 jours. Euh, donc il y a une vraie demande de physique, mais cette demande existe déjà depuis maintenant deux bonnes années, hein, émanant des pays BRICS, notamment Chine, Inde, Turquie, Indonésie, etc. Donc il y a une vraie appétence pour l'or physique et on est sorti de la pure spéculation avec de l'or papier, des contrats à terme, etc. Donc il y a des vrais acheteurs là, c'est pas on n'est plus dans ce jeu, oh là là, peut-être que je vais prendre quelques contrats pour me couvrir contre un éventuel retournement des marchés. Là, on est vraiment face à des achats de physique qui viennent de s'accélérer très fortement, parce que avec Trump et ses tarifs, le scénario inflationniste reprend, comme on dit, force et vigueur, vient d'être confirmé d'ailleurs par les derniers chiffres de l'inflation qui sont repassés au-delà des 3%. C'est la limite psychologique quand même qui commence à faire mal au marché. Mmh. 3% pour le global, 3,3 pour les données, enfin les composantes non volatiles. Donc quand vous avez les composantes non volatiles qui sont plus volatiles que le taux central, c'est que il se passe quelque chose. Donc l'inflation n'est pas terrassée par les banques centrales. L'inflation, c'est bien sûr le panier de la ménagère qui augmente, mais réellement, aux yeux de l'économiste, ça veut dire que c'est le pouvoir d'achat du dollar et de l'euro qui baisse. Et c'est Ah surtout oui. ça. Ce qui motive les acheteurs d'or, c'est de se dire que le pouvoir d'achat de l'euro et du dollar et du yen, mais surtout de l'euro et du dollar, va fortement baisser ces prochains mois, ces prochains trimestres, parce que la guerre des tarifs douaniers, ça ne fait que des perdants, ça va plomber la croissance, ça va entretenir la spirale inflationniste, donc vous avez de vrais acheteurs d'or et vous avez peut-être aussi parmi ceux qui aujourd'hui se disent, moi, tant que l'orchestre joue, bah, je continue de conserver mes contrats sur le DAX, sur le S&P et sur l'Eurostoxx. Je précise quand même que le DAX est maintenant à 10,5%, non 11% de hausse depuis le 1er janvier. C'est le meilleur début d'année pour le marché allemand depuis peut-être l'an 2000. 14 records en 18 séances pour l'Eurostox. C'est quelque chose de. C'est une performance que je qualifierais de fracassante. 14 Mmh. records sur 18 séances dans les circonstances que l'on connaît. Mais tant que ça monte, tant que l'orchestre joue, le marché, il reste obstinément haussier. Et vous avez certainement des gens qui se disent, bon, c'est en train de devenir complètement fou, ça ressemble de plus en plus à mars 2000, donc moi j'achète aussi de l'or en couverture. Alors si vous avez les banques centrales qui achètent de l'or parce qu'elles ne croient plus ou qu'elles ne veulent plus détenir d'euros et de dollars, et que vous avez des gens qui commencent à se dire, cette dinguerie, hein, ces 15 records en 20 séances, ça ne peut pas durer, surtout que ça monte totalement à l'envers des perspectives économiques, ça fait quand même beaucoup d'acheteurs pour l'or, et il n'y en a plus. Et en ce qui concerne l'argent, on risque carrément un corner. Parce que vous avez non seulement des gens qui sont vendeurs à découvert d'argent, parce que voilà, il y a une logique là aussi de se dire j'encaisse de la prime, etc. Ça me permet Ouais. de faire autre chose. Et voilà. Donc, il y a énormément, il n'y a jamais d'ailleurs eu autant de vendeurs à découvert sur l'argent. Qui sont les vendeurs? Ce sont des grandes institutions, et notamment les banques. Qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent d'empêcher l'argent coûte que coûte
de franchir le seuil des 32,5 parce qu'ils savent qu'au-delà, ça va être une catapulte vers les 45, peut-être les 50. Il faut à tout prix mettre des lignes de barbelés, mettre des tranchées. Il faut absolument empêcher l'argent de franchir le seuil des 32,5. Sinon, ils sont morts. Parce qu'au-delà de Oui, 32,5, tout le monde va devenir acheteur d'argent. Ceux qui ont des contrats vont demander à les exercer. Et qui doit fournir l'argent? Ceux qui vendent ces contrats les chez les vendeurs à perte, tiers. oui. Voilà. Donc, on est sur le fil du rasoir. On est sur le fil du rasoir. Et c'est ça le grand enjeu des prochaines semaines. Si l'argent pète les 32,5, tous les vendeurs à découvert, je pense qu'ils vont être dans une situation Ouais. qu'on n'a pas connue depuis 1978. Mmh. Non, mais ça, c'est impressionnant et ça risque de poser des gros problèmes à certaines banques d'avoir fait ce genre de choses. Bah, le font sur ordre, hein. Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait que si le vélo, si on arrête de pédaler le vélo DAX, le vélo Eurostoxx et le vélo Nasdaq, il se casse la gueule. On est obligé de continuer de pédaler. Même si la pente, elle est comme ça, tant qu'on peut encore avancer, on va continuer de pédaler en danseuse tout ce que vous voulez, jusqu'au jour où bah, le vélo va tomber. Mais voilà, pour l'instant, il roule encore. Donc, on continue. D'accord. Bon, tout ça, c'est plutôt négatif. Je rappelle, puisqu'on vient de parler d'or et d'argent, je rappelle que Philippe Béchade a fait un guide pratique de l'achat d'or physique avec les publications Agora. Avec mes Et collègues aussi, parce que j'en suis pas le seul auteur et je voudrais vraiment pas m'en attribuer le mérite. C'est vraiment une œuvre collective, heureusement, et il y a beaucoup d'apports, on va dire, de compétences en plus des miennes. d'accord. Et donc, bah, je vous invite à aller le télécharger gratuitement. Le lien est dans la description. Mais en ce moment, il se passe vraiment quelque chose sur l'or. Et il faut, à mon avis, être très vigilant, là-dessus parce que c'est annonciateur de catastrophe et ça va tout à fait dans le sens de ce que l'on disait tout à l'heure des entreprises qui commencent à fuir l'Europe, enfin de problèmes budgétaires des États qui deviennent gigantesques. Donc ça, c'est assez lié. Il y a une chose quand même, j'aimerais finir cette vidéo avec peut-être un point positif, je ne sais pas. Euh, un point d'espoir peut-être pour la France, même si j'y crois pas beaucoup, c'est l'IA. On a eu le sommet de l'IA sous l'égide d'Emmanuel Macron. On a une IA qui est pas mal, qui est Mistral. Autant je m'étais largement moqué de Lucie, autant qu'il le méritait largement, autant. Non, c'était juste mal orthographié. C'était pas Lucie, c'était pas un C qu'il fallait mettre, c'était un B, Luby. Oui, c'est ça. Tout à fait. Mais autant Mistral marche pas mal. Vraiment, toute la communauté reconnaît que c'est une bonne AI. Donc, on a ça. Est-ce que la France peut percer dans l'AI et devenir vraiment. On a le fait qu'il y ait pas mal de data centers qui semblent vouloir s'implanter en France. On a des pays étrangers qui semblent vouloir investir en France pour l'AI. Est-ce qu'on a une lueur Moi, je ne suis pas très positif là-dessus pour des questions de coût d'énergie, pour des questions de problèmes administratifs, parce on a des lobbies écologistes qui viennent déjà nous dire que l'AI, ça consomme trop d'électricité. Enfin, voilà. Donc, je ressens tous les vieux trucs français qui vont venir parasiter les choses. Mais est-ce qu'on peut quand même avoir un espoir pour l'AI et se dire que finalement, la France peut encore se sauver avec ça et peut essayer de s'en sortir avec ça? Ah, je réponds oui, mais voilà, oui, mais la première chose, il faut faire revenir les gens les plus compétents qui sont partis dans la Silicon Valley, qui sont partis à Dubaï, qui sont partis à Tel Aviv, etc. Il faut faire revenir les gens compétents. Donc ça, c'est un prérequis, hein. Est-ce qu'on peut développer une AI compétitive avec moins de 109 milliards? Je le pense aussi. DeepSeek a montré que d'autres architectures étaient peut-être plus performantes. Alors évidemment,
j'ai jamais cru un seul instant qu'ils avaient pu développer DeepSeek pour 6 millions et demi de dollars. Naturellement, ça vient de Chine, c'est encore du storytelling. Ils ont développé ça évidemment en se servant de gros GPU Nvidia, mais ils ont montré qu'on pouvait faire la même chose que ChatGPT avec du matériel d'occasion, parce qu'ils ne se sont pas servis des GPU de la dernière génération. Oui. Avec du matériel d'occasion, derrière, alors la Chine, le stockage de data, donc là ils ont énormément de capacité. Donc voilà, ça vient se rajouter à la capacité de calcul de rack de GPU Nvidia. Donc ils ont pu faire aussi bien avec beaucoup moins de budget en matériel et avec une architecture en silo. Et comme je l'explique souvent à des gens qui me demandent mais c'est quoi la différence entre l'IA chinoise, le moteur chinois et ChatGPT ou BART, etc. Je dis bah, c'est très simple. Les États-Unis, ils essayent de construire un truc qui fait à la fois porte-avions, sous-marin, vedette d'attaque, vedette garde-côte, alors que bah, les Chinois, ils se disent, bon, bah, on sait bien faire les porte-avions, on sait bien faire les sous-marins, on sait bien faire les vedettes garde-côte, donc on va rester sur des choses qui fonctionnent et on va pas essayer de faire un tout en un. Et l'exemple type d'ailleurs, c'est le fameux F-35 américain qui décolle lancé, qui décolle à la verticale, qui est capable pratiquement de s'arrêter en plein vol, de faire demi-tour, mais qui, une fois qu'on l'a rendu capable de faire toutes ces figures un petit peu inhabituelles en l'air, on s'aperçoit qu'il peut emporter 2 fois moins de munitions qu'un Rafale ou qu'un F-17 ou un F-18 ou qu'un Sukhoi 37. Et voilà, donc les Américains, c'est ça. On essaie de faire un tout en un. Alors bon, bah, très gourmand en capacité, etc. Mais c'est très, très à l'américaine. On veut un gros truc qui soit le plus puissant, voilà. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas être à la fois puissant et agile. Et les Chinois, bah, eux, ils sont peut-être plus dans l'idée kung-fu. Bah, même un petit gars taillé dans une patte de héron, mais avec la bonne technique, il va être capable de mettre à terre un gros barbu, ventru, bien énervé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'accord. Et Et donc l'Europe, en France, et l'Europe peut s'inspirer de ça aussi. Mais je dis pour ça, il faut faire revenir en France nos meilleurs talents. Parce que ouais, mais ils ne reviendront pas avec les impôts actuels. si, Ils ne si vous reviendront dites pas avec à leurs. un jeune qui aujourd'hui, on se l'arrache à 250, 300 000 dollars parce que tout le monde le veut, parce qu'il est quand même un petit peu plus doué que la moyenne, s'il revient en France et qu'on lui dit ah bah tu vas être au sommet de la grille CNRS à 60 000 euros par an, ça va pas revenir. Hein. Ouais, c'est ça. J'avais fait une vidéo pour montrer la Et différence entre le salaire brut chargé et le salaire net. La différence, pour un ingénieur, l'ingénieur avait un brut à 5 000 euros, il coûtait 7 000 euros à son entreprise et il touchait 3 000 euros. On va pas faire venir quelqu'un, on va pas faire revenir quelqu'un qui gagne 100 000 dollars aux États-Unis pour lui c'est un petit salaire. donner Hein. 36 000 euros par an en France. Quoi. Il y a un moment, faut... Et en France, on lui expliquera qu'à 36 000 euros, hein, Il est c'est-à-dire à riche. 3 000 euros par mois, il fait partie des riches et que les riches doivent être solidaires quand le pays va mal. Ça. Voilà, c'est tout. Non seulement nos salaires sont inférieurs des 2 tiers à ce qui se pratique aux États-Unis, mais à la sortie, c'est pas 2 tiers que vous gagnez en moins, c'est 3 quarts, voire plus avec la fiscalité. Donc voilà, il faut encourager la réussite. Le jeune qui se dit bon bah moi je veux bien aider, mais je veux aussi que ça me rapporte, donc je crée aussi ma petite société de consulting. Et je sais que j'aurai comme principaux clients LVMH, Vinci, Aéroport de Paris, Dassault, électronique, etc. Si lui, au bout d'un an, il a gagné 300 000 400 000 euros de consulting, etc., et qu'on lui en prend plus de la moitié, il va dire, moi, je repars en Californie direct, là-bas c'est 15%.
Oui, non, mais il y a ça. Puis il y a le coût de l'énergie. Enfin, moi, c'est le deuxième gros barrage que je vois à l'IA, c'est le coût de l'énergie. C'est-à-dire que malgré, c'est très consommateur d'électricité, au point où le premier tronçon là, du projet Stargate de notre cher Donald Trump va nécessiter la construction d'un réacteur nucléaire. Donc, c'est Pas de quand même très, problème. très consommateur d'énergie. L'électricité est 2 fois plus chère chez nous que chez eux. Ça va poser problème, quoi. Tant qu'on n'a pas résolu ce problème d'énergie, on n'y arrivera pas. Enfin, sur rien, ni sur l'industrie, ni sur le reste. Encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles Michelin s'en va. C'est notre problème d'énergie. Il faut qu'on arrive à régler ça. C'est pas possible de continuer comme ça. Voilà, là, je te dis, regarde ce qui va se passer dans les pays baltes au cours des prochaines semaines, on va bien rire. Ouais. Mais c'est. Bon, pourquoi tu me dis ça? Non, non, pourquoi tu me dis ça? Mais parce que la déconnexion du réseau russe fait que d'un seul coup, Ah oui, l'énergie pour leur industrie va leur coûter 2 fois plus cher, c'est tout. oui. Ah oui. Bon. Ah oui, non, mais c'est. Oui, oui, moi je comprends pas. Je n'arrive plus à comprendre nos hommes politiques qui partent complètement par idéologie, par bien-pensance, sans réfléchir de manière pragmatique, quoi. Ah bah, la bien-pensance, Macron n'a pas oublié d'en remettre une petite louchée dans son discours hier. Il a dit que l'IA européenne serait bien-pensante, qu'elle Oui. tiendrait compte de la diversité, du transgenrisme, etc. L'IA européenne sera woke ou elle ne sera pas. Et puis le transgenrisme de l'IA, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait tous. On avait absolument besoin d'une IA transgenre. Tout le monde, tout le monde ne pense qu'à ça, mais c'est impressionnant. Mais bon. Bon, donc on a, pour résumer cette vidéo, puis pour conclure, hein, on a une situation en France qui est vraiment catastrophique, qui est vraiment une très, 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 très inquiétante, même à court terme, avec des entreprises qui s'en vont, avec des budgets qui sont totalement faux, qui sont à la limite d'être truqués, je trouve, hein, C'est des une recettes de. falsification, oui. Non, c'est une Et, imposture. Le terme exact, c'est une imposture. oui, enfin voilà, c'est vrai, on est vraiment dans quelque chose qui est très grave, des réformes des retraites qui vont avoir lieu dans 1 ou 2 ans. On voit donc vraiment une situation française catastrophique. L'IA peut-être comme espoir pour la France, mais il faudrait revenir sur des habitudes françaises qui vont pas du tout, et je doute qu'on soit capable de le faire. Je vois plus Mistral partir aux États-Unis que grossir en France, mais ça, on verra bien. D'autant qu'ils ont un accord avec Microsoft. Et on voit que ça, on voit qu'à côté de ça, il y a beaucoup de pays et de gens qui commencent à se préparer à une crise XXL, et que bah, c'est pour ça qu'on a de moins en moins enfin que l'or n'est plus disponible, ou de moins en moins disponible, l'argent de moins en moins disponible, les délais de livraison de plus en plus longs, et donc on est face à quelque chose qui va être très très compliqué pour la France et pour les Français, je pense, et voilà. Et donc bon, voilà, pour finir, je vous invite tous à aller voir le guide pratique de l'achat d'or physique des publications Agora, pour voir bah, comment vous pourriez peut-être mettre un petit peu d'or dans votre portefeuille, et ainsi bah, vous préparer un petit peu au pire qui risque d'arriver. L'or reste quand même une valeur sûre, notamment en cas de crise, et qui a fait ses preuves en cas de crise. Donc, c'est peut-être le moment de penser à en avoir un petit peu en portefeuille. Si vous n'en avez pas, je vous invite vraiment à télécharger ce document pour vous. Voilà, au moins, vous saurez, et vous verrez bien si vous le préparez. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Philippe Béchade d'avoir été avec nous. Merci de ton Mettez un, invitation. mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez, et je vous dis à très bientôt.